Chères auditrices et auditeurs, Transfert fait une pause avant de revenir le 4 juillet 2024. En attendant, nous vous proposons d'écouter cet épisode inédit diffusé le 17 avril 2023 dans Transfert Club, l'offre payante de transfert. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Transfert Club et accéder ainsi à des épisodes supplémentaires et des formats exclusifs un lundi sur deux. Bonne écoute! Tout le travail des anthropologues repose sur l'observation scientifique du comportement humain, des façons de faire société, de la culture, de la biologie, au présent comme au passé. Ils décryptent l'humanité. Mais parfois, leur propre nature, leur cas personnel reste un mystère. L'anthropologie, c'est la passion d'Adeline. Quand elle comprend qu'elle n'aura pas de financement pour ses travaux, elle décide de partir toute seule observer les Munduruku en Amazonie, sans se douter qu'au bout du chemin, elle va devenir le propre objet de ses recherches. Vous écoutez Transfert, épisode 246, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. On est en 2011. Je viens, moi, de terminer mon Master 2 en anthropologie dans la région de Nice. Je viens aussi de rentrer d'un terrain de 3 mois au Sénégal où j'ai fait ma recherche de master. Et en rencontrant plusieurs personnes sur place, j'ai envie, au moment de retourner en France, d'arrêter mes études d'anthropologie et de commencer des études d'agriculture dans le Gers, en rejoignant un collectif pour vivre sur une ferme. Et donc, comme on est plusieurs personnes sur ce lieu, je suis avec mon copain du moment. Et là, je rencontre Victor et on commence à vivre une vie collective. Au bout de quelques mois, je me sépare de mon copain. Et là, on commence à se rapprocher avec Victor petit à petit, à faire plus ample connaissance. Et il y a quelque chose qui se crée entre nous. Avec Victor, assez vite, on se retrouve à avoir une relation très forte. Comme il comprend vite que je viens de passer 5 ans avec quelqu'un et j'ai 24 ans, j'ai besoin de vivre des choses dans ma vie, j'ai besoin d'expérimenter la vie, en gros. Il me dit très vite, voilà, ton corps m'appartient pas et j'ai envie que tu sois libre de vivre ce que tu as besoin de vivre. Donc ça veut dire que, il estime que si j'ai d'autres relations avec, d'autres, personnes, c'est OK pour lui. Il faut juste qu'on se fixe, certaines règles, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de règles bien précises, mais on se dit qu'on a besoin d'expérimenter. En juin 2014, on décide de partir à pied avec, nos animaux, notre chèvre, notre âne et notre chien, à pied jusqu'au Portugal, et on fait un voyage de 15 mois et c'est une de nos plus fortes expériences. Quand on rentre, en France en 2015, là, je me rends compte de 2 choses. Déjà que j'ai besoin de tester la vie seule avec moi-même, donc de me prendre un appartement, de plus vivre en collectif et même de plus vivre en couple. Donc là, j'exprime mon désir, à Victor, qui le comprend et l'accepte très bien, et je me rends compte aussi que j'ai pas totalement fini de vivre les expériences qui me font rêver. Donc je souhaite, remonter un projet de recherche pour pouvoir, aller jusqu'au bout d'un rêve qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est d'aller à la rencontre des populations indigènes d'Amazonie brésilienne, qui est la plus grande forêt tropicale, du monde. Je cherche des chercheurs qui pourraient diriger ma thèse et s'intéresser à mon sujet de recherche. Je trouve des personnes, qui ont travaillé sur des sujets assez similaires, au laboratoire d'anthropologie sociale à Paris, et je leur propose, mon projet doctoral. Je fais toutes les démarches, pour, obtenir une bourse d'études pour ce doctorat et je l'obtiens pas. Je décide quand même de trouver les moyens de partir quand même et de réaliser cette recherche en me disant que une fois que j'aurai un pied dedans, ça sera plus facile d'aller chercher des bourses à droite à gauche pour y repartir
ou pour pouvoir rédiger, en étant financée, en partie au moins. J'entre en contact avec un linguiste français qui a travaillé avec les Munduruku pendant plus de 10 ans, donc un peuple d'Amazonie, brésilienne, un peuple indigène. Cette personne-là me donne le contact d'un chercheur brésilien qui travaille aussi avec ces peuples et avec d'autres peuples voisins, et c'est avec lui que j'entre, dans un premier temps en contact. Quand je commence à échanger, avec ce chercheur brésilien, il me dit assez rapidement: «Les Munduruku n'acceptent plus, de chercheurs étrangers, des chercheurs blancs en particulier. En revanche, il y a une autre population, un autre groupe social qui habite juste à côté des populations Munduruku, qui vit pratiquement comme eux, de chasse, de pêche, du manioc, mais qui suscite beaucoup moins l'intérêt des chercheurs. Donc ces populations-là, ce sont les riverains, riberinos, et populations tradicionais. Donc c'est des populations, voilà, traditionnelles, métissées, riveraines, qui vivent vraiment sur les berges du fleuve, et c'est ça qui fait leur caractéristique. Quand il me fait part, de cette, nouvelle possibilité d'aller quand même travailler en Amazonie avec ces populations-là, je trouve que c'est génial. Je trouve ça passionnant et je me dis, «Bah, ces gens-là, ils font pas l'intérêt des chercheurs, mais finalement, est-ce que c'est pas encore plus intéressant d'aller travailler avec eux?» Du coup, à la fin du mois de janvier de 2017, je prends l'avion et je pars en Amazonie brésilienne pour un séjour de 6 mois. Il y a une assez grande appréhension. C'est la première fois que je pars, si longtemps ou si loin et dans un endroit où j'ai aussi peu de repères, parce que je parle très peu, le portugais. J'ai quelques bases. Je pars 6 mois loin de mon amoureux. On s'est jamais séparés autant, et à la fois, j'ai tendance à faire ça dès que j'ai quelque chose qui me met un peu la pétoche et qui à la fois fait partie de mes rêves. Je décide de sauter dans le vide et de me dire, «Vas-y fonce, de toute façon, tu là maintenant, donc il faut sauter et voir ce qui va se passer». J'arrive en pleine nuit, chez ce chercheur-là, qui est encore en train de travailler, et il m'explique que dans 2 jours, il y a un rassemblement avec beaucoup de populations indigènes et ça serait bien que j'y aille. Il me conseille fortement d'y aller parce que ça peut être très intéressant pour ma recherche. Les populations, les leaders, des populations locales indigènes se rassemblent pour essayer, de trouver des solutions pour protéger leur territoire et se défendre contre, les exploitants forestiers, les orpailleurs, enfin tous ceux qui souhaitent rentrer sur leur territoire pour, venir y piller, leurs richesses et leurs ressources. Je sais pas, en arrivant sur les quais, du port, sur quel bateau, aller. Je reconnais assez vite, des gens qui ont des pertures corporelles, donc je me dis: «Ça doit être là», et sur ce bateau-là, je rencontre, une jeune femme qui s'appelle Linda et qui va devenir mon amie et qui est très patiente avec moi, comprend vite que je comprends pas justement le portugais. On a à peu près le même âge et elle est brésilienne, elle vient d'une région, pas très loin de là, et donc elle dort aussi en hamac. Elle a des pratiques, qui sont beaucoup plus proches, de celles, des Amazoniens que les miennes. On part, du fleuve Tapajós et là, on prend le bateau et on arrive sur une des berges, de notre branche du fleuve Tapajós, le fleuve Arapiuns, et on arrive, donc en plein milieu de la nuit sur les berges, d'un fleuve, sans savoir du tout ce qu'il y a autour parce que c'est le noir le plus total. C'est très humide, il fait très chaud et je sens une présence, assez dense autour de moi. C'est assez étrange comme sensation parce qu'on sent qu'il y a la forêt, que c'est très dense, qu'il y a beaucoup de choses qui vivent dedans, et à la fois c'est le noir total, donc je peux pas vraiment contempler cette forêt dense et à la fois je la ressens tout autour. Il y a pas d'électricité dans ces villages-là. Il y a certaines personnes qui ont des groupes électrogènes pour, permettre l'électricité, donc on entend au loin des moteurs et on a juste des petites lampes et en fait, on voit juste un petit chemin, moitié sable, moitié terre avec des énormes plantes luxuriantes sur les côtés, et on ne peut que suivre, nos pieds et le pied de celui qui a devant nous pour accéder, là où on va aller, donc la petite maison qui nous recevra pour la nuit. Et le lendemain matin, on se réveille
et là, je découvre, des maisons en terre, en bois, avec, des toits, en paille, en feuilles plus ou moins de cocotier, pour faire simple. On est accompagnés, vers un grand rassemblement. Donc sur place, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre un petit déjeuner. On voit que les femmes sont derrière les fourneaux, qu'elles ont tout préparé, tout étudié. Des personnes sont déjà en cercle à faire des danses d'ouverture de la rencontre. Et là, mon amie Linda me fait part, de ses projets. Elle, à la suite de cette rencontre, elle va partir dans un autre, endroit dans la forêt avec une partie de la troupe qui est présente, pour, ce rassemblement, et va partir en forêt, et elle m'annonce que une des personnes qui devait être, là avec eux ne vient pas. Donc si moi j'ai envie de les accompagner, ça pourrait m'intéresser, et c'est en plus là que va mon principal interlocuteur de la population traditionnelle avec qui je dois travailler après. Donc c'est bien pour moi si je les suis, dans cette aventure-là. Donc elle me fait cette proposition. On part à pied pour rejoindre un bateau qui rejoint un autre fleuve, qui est le fleuve Arapiuns. C'est ma première marche en forêt. Je suis donc la troupe qui avance, comme si, ils étaient, sur un chemin, totalement, classique pour eux et dans le de leur quotidien, et moi je suis avec des yeux grands ouverts à regarder à droite, à gauche, à pas vraiment regarder mes pieds, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse. À voir un toucan qui passe à côté de moi, à voir un singe, avec des poils bien blancs sur les côtés des joues, qui saute, pas très loin, à voir un serpent. Alors là, j'ai un guerrier qui m'arrête sur le côté et puis qui met un coup de hachette dans le serpent, et des plantes luxuriantes, assez incroyablement, énormes en fait. Des plantes qu'on a nous dans notre salon en plantes d'intérieur, bah, sont là sur les arbres, sans vraiment de racines, elles montent, les unes sur les autres, et c'est assez incroyable de voir, encore une fois cette densité, de forêt. Tous les hommes sont des guerriers en fait, entre, un certain âge, entre 20 et 35 ans, c'est considéré comme des guerriers. Avant, c'est des soldats, des jeunes guerriers, et après ce sont plutôt des leaders ou des gens un peu plus mûrs. Et là, je suis avec des guerriers dans la forêt, des hommes, assez trapus, assez costauds. Ils ont un visage, qui est assez fermé, assez dur. C'est pas des gens qui ont le sourire, aux lèvres en permanence, au contraire, c'est assez impressionnant au début. Finalement, ils sont, très accueillants puisqu'ils me montrent, plein de petites choses dans la forêt, notamment, il y en a un qui va s'arrêter en plein milieu du chemin, prendre sa machette, découper un bout d'écorce, le taper avec un bâton, et après me montrer que ça fait plein de morceaux comme des feuilles de papier, et il va fumer son tabac, en enroulant, dans ces feuilles-là. Donc tout ça, on m'invite à partager avec eux. Ils m'invitent, ils me montrent, et ils se révèlent, hyper sympas, en fait, et très accueillants malgré leur visage, très froid et très fermé, premier abord. Et je commence à montrer un peu, lors de nos pauses ou au moment où on prend le petit bateau, je commence à montrer, des photos de chez moi, de là où je vis. Aussi dans une forêt, dans une yourte, donc dans un habitat qui ressemble un peu au leur, avec des animaux autour de moi, et en pleine nature, finalement pas si loin de leur, vie à eux. Il y a un des caciques du peuple Munduruku, qui a pas pu venir parce qu'il est malade, et c'est son fils qui le représente. Avec, ce jeune garçon qui a à peu près mon âge, un peu moins de la trentaine, on crée un lien, et là, il me dit, «Bah, si tu es là pour faire ta recherche, viens nous visiter dans notre village. Mon père sera sans doute content de t'accueillir». Pour accéder au village Munduruku, il faut passer toute une série, d'épreuves du feu, on va dire. Il faut que je demande, plusieurs autorisations, à la fois des coordinateurs des associations indigènes, des caciques, donc des chefs des villages, du président de la FUNAI, qui est la fédération, protection de l'Indien au Brésil, et toutes ces étapes-là, je les avais pas encore passées, j'avais pas commencé mes démarches, et j'ai pourtant reçu la principale invitation, qui est celle du chef du village en question.
On arrive sur les berges donc du village où va se passer ce deuxième rassemblement interethnique où sont représentés les chefs des villages principalement. Donc c'est un village Borari, c'est sur le fleuve Arapiuns. Tout le village, les hommes, les femmes, les enfants sont en cercle et nous accueillent les passagers de ce bateau-là, en faisant à nouveau, une danse, avec, les bruits des pas qui résonnent, qui fait la percussion, avec un chant derrière et là, il y a une vieille dame qui passe avec, la bière de manioc, dans une calebasse, qui nous la fait boire à chacun et qui nous bénit avec des plantes et de l'eau, en nous tapant sur la tête avec, des plantes. Je me dis: «Waouh, c'est incroyable, on se fait recevoir comme des princes», et moi, je suis même pas sûre de savoir vraiment pourquoi on est là et je suis hyper intimidée, quoi. Je sais plus trop quoi faire de mes mains, faut pas que je me fasse remarquer parce que moi, j'ai pas forcément la légitimité qu'ont les autres à être là. Le cacique, tu sais, il propose aux autres caciques, d'aller directement en forêt. Ce qui est dit, c'est, «Allons-y, on prend nos affaires et on va passer, quelques jours en forêt». Sur le moment, moi, je comprends pas que c'est quelques jours. J'ai l'impression qu'on va juste se balader en forêt pour aller voir directement ce qui s'y passe et finalement, on se retrouve à dormir, 4 jours sur place. Les hommes, ont pris les carabines pour chasser, pour trouver le gibier. Je comprends qu'on va, manger, ce le fruit de la chasse et pour la première fois, je mange du singe et je mange de la tortue terrestre. Ça fait de nombreuses années que j'ai arrêté de manger de la viande, que je suis végétarienne, donc être là pour dépecer, découper les petites pattes, d'une tortue terrestre que j'ai jamais l'habitude de voir en plus, c'est des animaux assez incroyables pour moi et là, ben, je vais, les manger. Donc c'est assez, surprenant et à la fois, bon, c'est aussi ça, l'adaptation d'un anthropologue. Au contraire, je goûte et je fais comme tout le monde. Au bout de ce séjour d'une semaine, je commence à me détendre, à voir qu'en fait, de pas vouloir faire un pas trop à gauche ni à droite pour rester dans les clous, c'est pas du tout ça qu'ils font eux. Eux, ils sont hyper détendus, les chefs des villages, c'est des gros blagueurs, ils sont très, très, forts en autodérision aussi. Je me sens, de mieux en mieux en leur compagnie. Avec Linda et avec d'autres membres, du groupe avec qui j'étais dans la forêt, on rentre à Santarém et ensuite, moi seule, sans ces personnes-là, je vais partir avec, le représentant de la population traditionnelle que j'ai rencontré dans la forêt, donc juste avant. On part, à Itaituba, c'est, ma prochaine destination. Là, j'arrive, donc dans cette région chez des populations traditionnelles, dites traditionnelles. J'arrive dans leur maison, donc je vis, dans des maisons de famille. Je découvre ce mode de vie entre l'eau et la forêt. Il y a pas de chemin terrestre pour arriver chez eux. L'eau, le fleuve est à la fois, la voie de communication, à la fois la laverie, le lavomatique, on lave ses vêtements, on lave sa vaisselle, on se lave nous-mêmes, on va pêcher, c'est le garde-manger et en fait, le fleuve fait partie, intégrante, de leur, vie quotidienne et de leur environnement. Pareil qu'avant, je veux pas, être une charge pour eux, donc je fais toutes les activités, du quotidien. Donc ça peut être toutes les tâches ménagères, faire la vaisselle, préparer à manger, m'occuper des enfants comme je peux et je commence à être, très bien intégrée dans ces familles-là et à me sentir, de plus en plus chez moi. Là, j'arrive, au bout de mes 6 mois de recherche où j'ai pu, voir un tas de choses incroyables et où j'ai pu vraiment, m'adapter et intégrer, les communautés locales. Je rentre en France pour la première fois tout en sachant que 2 mois plus tard, je repartirai
en Amazonie parce que j'ai réussi à trouver une bourse qui me permettait de refaire 3 mois de terrain de recherche. C'est vrai que je suis très contente de retrouver Victor. On profite à fond de ces 2 mois où on va passer tous les 2, bien qu'il soit un peu inquiet, un peu triste de savoir que je vais repartir aussi sec, on se remplit, l'un l'autre de tout ce qu'on peut vivre ensemble et pour, à nouveau se séparer, 3 longs mois. Mais on se dit que c'est que la moitié de ce qu'on vient de vivre, donc ça sera peut-être plus facile. Mais en tout cas, là, quand on se retrouve, on profite à fond de ces retrouvailles. Fin 2017, à l'approche de l'automne, je repars, en Amazonie en sachant que, je vais pouvoir vivre, une expérience, celle de l'autodémarcation. Donc c'est une pratique, qui a déjà été mise en place, pour, le territoire Munduruku. C'est-à-dire que les endroits où ils vivent, les territoires où ils vivent ne sont pas, légalement leur territoire traditionnel, mais il y a eu des preuves qui montrent que les Munduruku ont vécu là il y a très longtemps et c'est pareil pour les populations traditionnelles et c'était leur tour maintenant de démarquer leur territoire pour, faire entendre leur droit à habiter là où ils habitent et arrêter de se faire piller leurs ressources. Pour moi, c'est une des façons les plus concrètes de sauvegarder plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêt. Pour mon deuxième séjour, je suis en terre connue, j'ai tous mes repères, j'ai l'impression de rentrer à la maison, j'ai apporté plein de cadeaux que j'ai achetés en France, notamment des hameçons de pêche, tout du matériel pour la pêche, des petits bijoux pour les petites filles que j'ai rencontrées ou, des lampes torches qui se rechargent et qui n'utilisent pas de piles parce que c'est extrêmement cher, les piles chez eux. Quand je reviens sur, les terres Munduruku, je suis accueillie dans un village où je suis déjà allée et le cacique et sa femme, doivent se rendre à un rassemblement autour du système, éducatif, indigène et donc il me dit: «Bon, bah, je pourrais pas être là et t'accueillir, mais comme tu sais, aller chercher l'eau au puits, comme tu sais préparer à manger, te préparer un riz et du manioc, je te laisse, te débrouiller toute seule. Tu te feras ton repas, tu pourras te préparer ton café» et donc il s'en va en me laissant un peu sa maison, ce qui est une énorme marque de confiance et je me retrouve à gérer la maison et à en plus préparer, le repas pour, la famille. Quand les hommes rentrent de la chasse, ils ont l'habitude de partager, entre toutes les familles, la viande et sachant que moi je suis, responsable de la maison du cacique, il m'amène un quart de tapir et après avec ça, il faut que je me débrouille. Donc il avait déjà dépecé et vidé, parce qu'en général pour dépecer, j'aidais les femmes, mais je le faisais jamais toute seule et là, il fallait par contre que je découpe la viande, que je la cuisine, que je la prépare seule et donc j'arrive à cuisiner ce dernier morceau de tapir et c'est ce jour-là que le cacique, rentre, à la maison et donc il peut déguster, ma viande, les haricots et le riz que j'ai préparé. Moi, je regarde pour voir s'il tombe sur un morceau d'os, si je vais avoir une remarque et puis finalement ils me disent, le cacique, Walt là me dit, «Waouh, tu prépares les haricots encore mieux que ma femme». Je me dis: «C'est bon, j'ai passé cette épreuve, ça y est, je sais tenir une maison Munduruku, et je sais préparer à manger, c'est la base». Bon là, c'est le moment de la démarcation et là, je vois, 2 jeunes hommes que j'avais jamais vus, mais qui sont Munduruku, que j'avais croisés rapidement et je leur dis bonjour en Munduruku, Kabia et ils me répondent, on se serre la main. Ils ont aussi le visage assez fermé, comme j'ai l'habitude de le voir, donc on n'échange pas plus que ça. Je fais plus ample connaissance avec, l'un d'eux qui s'appelle Adilson. Il est, en fait, le chef des guerriers du Medio Tapajós. C'est un jeune gars qui a à peu près mon âge, la trentaine, qui est, assez costaud, qui fait pratiquement ma taille, alors que les autres, sont plutôt plus petits que moi en général. Il se démarque un peu, il correspond un peu plus à ce qu'on peut, imaginer d'un Indien d'Amazonie avec, donc ses cheveux longs, sa façon de se tenir. C'est un guerrier assez sérieux,
et il commence à faire les peintures corporelles des uns des autres et il me fait la peinture corporelle avant d'aller en forêt et il m'explique que ce qu'il est en train de dessiner sur moi, c'est la peinture de la première guerrière Munduruku et là, il me raconte, l'histoire, la mythologie de la première guerrière Munduruku qui, en fait, est très courageuse. C'est le symbole, vraiment du courage. Je trouve, il parle, de son peuple et de sa culture avec ses propres mots à lui, mais à la fois, il me raconte cette mythologie en ajoutant, des chansons, rituelles, des chansons traditionnelles et je trouve ça assez formidable et il me le raconte à moi comme s'il voulait vraiment partager quelque chose, avec moi. Là, on arrive dans une communauté où va avoir lieu la préparation pour entrer en forêt et sur place, il y a, les représentants des Munduruku qui viennent appuyer la démarcation, des populations traditionnelles. Il y a les représentants des populations traditionnelles et il y a aussi des blancs qui accompagnent le groupe. Il y a aussi, 2 femmes blanches qui ont à peu près mon âge, qui travaillent depuis des années avec les populations locales en tant que chercheurs ou que défenseurs des droits et cetera et je ressens, comme un peu de la compétition avec moi. Ça fait quelque temps que je le ressens. Linda en a fait déjà les frais avec une d'entre elles. On avait un peu l'impression que c'était, ses populations traditionnelles à elle et qu'il fallait pas trop, s'en approcher. J'ai eu l'impression de ça. Dès que je lui disais quelque chose, elle le descendait, et donc elle me voit très familière avec les uns les autres puisque j'ai vécu vraiment, au cœur de leur famille, donc je fais partie presque membre de leur famille. Je vois qu'elle me regarde souvent un peu du coin de l'œil et qu'il y a une méfiance et il y a parfois même une défiance. Là, on commence à partir en forêt et on n'a plus d'eau, on n'a plus de réserve d'eau et il faut marcher encore longtemps pour arriver à un point d'eau. Donc on décide de s'arrêter, peut-être de rebrousser chemin jusqu'à la première maison communautaire, mais ça nous fait faire un gros détour et là, je propose, tout simplement il commence à pleuvoir, on est en période des pluies, la période des pluies commence. Là, je propose de sortir les bâches et de récupérer l'eau de pluie. Ces 2 filles, prennent pas du tout en considération ce que je propose et presque, disent: «Non mais toi, tu comprends rien, laisse tomber quoi». Et puis en fait, ce sont les guerriers, qui me disent, «Mais en fait, c'est une super idée et donc on va faire ça» et ils se mettent, à effectivement sortir la bâche et à récupérer de l'eau, qui coule de la bâche dans leur bouteille et on a un peu d'eau pour tenir, au moins jusqu'à arriver au prochain point d'eau. Comme je commence à me sentir un peu mal, j'ai pas l'habitude d'être en conflit avec des personnes, surtout avec des jeunes femmes, avec qui on a plein de points communs, qui pourraient être des copines. Je suis pas très, très à l'aise et Adilson me rassure, m'observe et il me dit beaucoup, «Tiens, bah, je t'ai vu, observer, la nature, tu regardes beaucoup», et je trouve ça chouette. C'est pas souvent qu'on voit des blancs, qui observent vraiment et qui sont à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux. Ils m'aident comme ça à me sentir, à ma place, à me redonner confiance, dans ce que je fais, dans ce que je propose et dans ce que même je suis sur place. Avec Adilson, on commence à de plus en plus échanger. Lui, il aime raconter les récits, mythologiques de son peuple. Durant des pauses dans la forêt, il va me dire: «Tiens, bah, Kalusakaibeu, notre dieu, il a construit les collines pour empêcher, les Munduruku transformés en Pécari de venir récupérer son fils». C'est des récits très complexes, mais à chaque fois, il me raconte une petite anecdote, une petite aventure. Petit à petit, on crée une vraie amitié puisque moi, je suis, très, très friande de ce genre d'histoire et lui aime beaucoup les raconter, donc avec des bouts de chansons dedans, et il y a en plus de juste des récits de son peuple et moi de ce que j'ai vécu, des échanges d'idées. En plus de ça, il y a aussi, une certaine culture commune parce qu'il vient d'un village Munduruku qui est assez près de la ville, donc il écoute aussi des musiques, des États-Unis, notamment, des groupes de rock, les Doors, les Pink Floyd et là, on se retrouve aussi là-dessus, donc c'est assez marrant. On a des références communes, ce qui est pas forcément évident, quand on est avec, des gens très, très différents de nous
Et finalement, on se met à accrocher, nos hamacs, l'un à côté de l'autre le soir pour pouvoir justement continuer ces discussions et ces échanges, très, très profonds et très de plus en plus intimes. Au bout de 2 jours, il y a une des 2 femmes blanches qui accompagnaient le groupe qui se fait mal et l'autre qui a des rendez-vous et cetera, donc qui ne peuvent pas participer à l'ensemble de la semaine, de démarcation. Donc elles restent les 2 premiers jours et elles s'en vont et moi je me retrouve seule femme avec 23 guerriers hommes et donc comme c'est les femmes, là-bas qui font à manger, je commen et comme je sais faire aussi, je commence à prendre, cette responsabilité-là, à me dire: «Mais c'est là que je vais être utile vraiment», les substanter et leur faire à manger matin, midi et soir. Là, j'ai plusieurs personnes qui sont autour de moi, un vieil ami, qui m'aide à faire le feu et Adilson qui est toujours prêt à m'aider, à laver avec moi les casseroles, à m'accompagner, à discuter avec moi autour de feu quand les autres sont dans leur hamac en se reposant avant le repas. Il est très présent et un soir, pendant nos échanges avant d'aller, de dormir, il m'offre son collier et pour moi, waouh, ça c'est un symbole, une marque, du fait que je suis, sans doute quelqu'un, qui a de l'importance pour lui et avec qui il s'est passé un réel échange. Petit à petit, les jours, passent et on se rapproche avec Adilson, de plus en plus et on se rapproche aussi physiquement, on s'effleure la main et puis après, ça part, voilà, on s'embrasse et puis je vais dans son hamac et voilà, il y a une vraie aventure, amoureuse qui émerge, une aventure, comme ça, très, momentanée, puisque c'est que quelques jours, dans la forêt. Avec Victor, avant mon départ, au Brésil, je lui avais dit clairement que si, j'avais une aventure, j'aurais envie de la vivre parce que c'était aussi ça le truc. Je savais que au retour de toute cette expérience-là, je me poserais vraiment à un endroit, je me poserais avec lui et on construirait une famille. Donc là, j'avais, comme prévu de vivre une dernière aventure, même, sur le plan émotionnel et avec une personne avant, avant finalement de m'enraciner quelque part. Il m'a dit: «OK, s'il y a une relation, c'est OK, mais j'aimerais juste que vous protégiez, si ça arrive, que tu te protèges». En tant qu'anthropologue, quand on fait une recherche sur un terrain, c'est pas très bien vu d'avoir, des relations avec, les populations chez qui on est hébergé. Adilson a 28 ans, donc il est forcément marié. Il m'en parle pas, mais je suppose qu'il est marié. Donc c'est pas tout à fait, légitime, c'est pas légitime même du tout, donc on se cache et en même temps, je suis OK avec ça. Je sais que c'est peut-être l'aventure du voyage, que je vais vivre. Je sais que le voyage touche à sa fin. Je sais pas si je vais pouvoir revenir, si je vais pouvoir obtenir une autre bourse pour revenir encore une fois. Donc je rentre en France dans pas longtemps et je sais que cette relation aura pas de suite. Au bout de cette deuxième étape de démarcation, donc on est allé au dernier point GPS qu'il fallait marquer. Donc c'est bon, on avait conclu cette étape-là et je rentre, donc chez ma copine Linda à qui je raconte, mon périple et notamment mon aventure, sentimentale. Donc là, elle me fait bien comprendre qu'il faut pas trop que je le crie sur tous les toits parce qu'il est marié en effet, elle en est sûre. Et à la fois, elle est contente, de ce qui m'est arrivé. Elle me dit: «Oui, en effet, Adilson, c'est vrai qu'il est beau», enfin voilà, on est copines avant tout et donc on échange un peu là-dessus, pendant les jours qui suivent. Adilson, à un moment, doit venir récupérer, ses affaires. Il y a certaines affaires, de l'association qu'il a laissées chez Linda
et donc je sais qu'il doit revenir les récupérer et pour l'occasion, moi j'en profite, je me dis: «C'est sans doute la dernière fois que je vais le voir». J'en profite pour, me faire jolie, j'ai pas d'habits sur le moment, pour être, à mon à mon avantage, donc je vais carrément acheter des nouveaux vêtements, dans la ville. Il arrive et là, on a encore une deuxième fois, une aventure ensemble. Donc là, il s'en va, assez vite, de la maison, parce que, il a sa femme, il doit le retrouver, elle doit pas, avoir de doute et cetera. Moi, il faut surtout pas que quelqu'un, sache qu'il est venu ici et qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'on est quand même, dans les locaux d'une institution qui vient en aide aux populations indigènes, donc il faut surtout pas qu'il y ait de soupçons, notamment sur Linda, parce que c'est pas moi qui habite là, en manière générale. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être fait, quelque chose de pas cool, pas correct. Avant le départ, la veille du départ, on se donne un dernier rendez-vous, sur les berges, du fleuve. Pour se dire au revoir, on échange, des derniers moments et on se dit, finalement adieu puisque lui n'ayant pas de téléphone, moi j'ai aucun moyen de le joindre. Ça aura été, une superbe rencontre et à la fois j'ai hâte de rentrer chez moi, de retrouver, l'amour de ma vie parce que c'est ce qu'est Victor pour moi. La veille, de mon avion, la veille au soir, donc je suis revenue dans la grande ville pour pouvoir prendre cet avion et là, je reçois un appel, d'Adilson qui a récupéré un téléphone et qui demande à me voir et là, je lui dis: «Ben non, tu sais bien, je suis déjà partie, j'ai mon avion, je ça y est, je suis plus là déjà». Et là, je comprends avec ce dernier coup de fil, que, finalement, il commençait à être accroché, il y avait autre chose. C'était pas juste une histoire comme ça, légère qui n'avait pas d'importance. Il a cherché, à me revoir, juste avant le départ. Là, je rentre en France, c'est en plein mois de décembre. Il fait très froid, donc là, j'ai un gros choc thermique. C'est au moment des fêtes, donc on retrouve la famille, on retrouve beaucoup de monde autour. Tout le monde est très content d'écouter mon récit et très vite, dans la journée de mon arrivée, je dis, tout ce qui s'est passé à Victor. Je lui explique que j'ai vécu une aventure. Lui, très sereinement, me dit: «Je sais, je m'en doutais» et je suis très contente de sa réaction. Il me dit: «OK, c'est OK». La première question qu'il me pose, c'est: «Est-ce que tu as rempli le contrat? Est-ce que vous êtes protégés?» Je lui ai dit: «Ben, non, il y a un moment où on ne s'est pas protégé et je lui explique pourquoi et en face de sa réaction, je me dis: «Waouh, mais il est incroyable, je m'attendais quand même pas à ça» et je me dis: «C'est un mec, hyper étonnant, quoi». Dans les jours qui suivent mon retour en France, je repense, bah, évidemment, aux personnes, que j'ai quittées, sur place, à tout ce que j'y ai fait et puis je repense aussi à Adilson, à mon aventure. Mais c'est comme si c'était loin, c'est comme si c'était une autre moi qui était à un autre endroit, dans une autre réalité, voire même un rêve presque. Début de l'été 2018, Victor me demande en mariage, donc c'est prévu pour l'année suivante, le jour de nos 7 ans. À peu près au printemps 2019, j'apprends qu'il y a une nouvelle bourse d'études qui ouvre et je vais pouvoir, repartir, en Amazonie pour terminer ma recherche pendant 3 mois parce que je peux être financée et c'est là qu'arrive le mariage. Quand j'apprends à Victor que je vais repartir en Amazonie, il le prend pas très bien. On commence à construire quelque chose, il a pas vraiment envie que je reparte pendant 3 mois. Mais il va me laisser faire et me soutenir malgré tout. On se marie, juste après on part en lune de miel et c'est là qu'on décide de commencer à mettre en route, un bébé. Je ne sais pas si je suis enceinte au retour de cette lune de miel et c'est juste avant mon départ en Amazonie pour, mon troisième et dernier terrain de recherche que mon test, de grossesse est positif. Malgré que je sois enceinte, je décide, d'y aller, et donc de faire ce voyage, en me disant que 3 mois, ça va passer vite, que je suis au début de ma grossesse, donc j'aurai pas forcément de symptômes, et que ça se verrait pas sur, physiquement. Plus le temps passe, plus j'ai peur, d'y aller,
Victor, a des appréhensions aussi, il me soutient dans mon projet, mais en revanche, il me demande, de ne pas avoir de relation avec, d'autres hommes et je lui promets, je lui dis: «Évidemment, ça n'arrivera pas, je suis enceinte de toi. On vient de se marier, c'est hors de question». Avant de partir, je remarque qu'Adilson, a créé un compte Facebook, c'est très étonnant parce qu'il avait pas du tout ça avant qu'on se quitte la première fois et il me demande un ami Facebook et ce que j'accepte parce que je me dis: On a vécu avant tout une amitié avant que ce soit une aventure amoureuse». J'arrive, en Amazonie début septembre, donc à 1 mois de grossesse et j'ai l'impression que tout m'agresse sur place. Les bruits, les odeurs, les gens, tout. Même si c'est très inconfortable, je me dis: «Tu pas le choix, tu as fait ce choix-là justement et donc il faut aller jusqu'au bout». J'ai envie d'une chose, c'est de reprendre l'avion et de repartir tout de suite, mais en fait, j'ai pas le choix. Je me dis: «Allez, tu vas aller jusqu'au bout de ton truc et tu vas faire ces 3 mois et une fois que ces 3 mois seront passés, tu pourras vraiment repartir avec ton chéri et poser tes valises pour de bon». J'arrive sur place, je poste quelques photos de mon arrivée. Là, j'ai des commentaires d'Adilson, qui se rend compte que je suis sur place, qui me passe son numéro de téléphone en public et là, on reprend, des échanges sympathiques, mais dans ma tête, c'est évident qu'il ne se passera absolument rien de plus que notre relation d'amitié. Là, on a quelques échanges, encore, par message. On se raconte un peu ce qui s'est passé dans nos vies, réciproques, pendant ces 2 années, où on s'est pas du tout donné de nouvelles et il finit par me dire, voilà: «Je t'ai pas oublié, j'ai fait une grosse dépression, après ton départ, et j'avais qu'une envie, c'était de te voir et je t'ai jamais oublié». Et là, je me suis dit, «Je suis mal, je suis mal barrée». Je lui explique que, cette fois-ci, c'est différent pour moi parce que je me suis mariée et que je porte la vie à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si le message est passé, mais en tout cas, je lui ai dit, en gros: «C'est très différent de la dernière fois, quoi». Et là, il me dit qu'il veut, être, là, pour, mon arrivée en bateau, donc je lui donne mon horaire. Là, le bateau a énormément de retard, donc je me dis: «Bon, il sera pas là à l'arrivée» et puis finalement, il est là, il a attendu. Il m'explique, que là, il est, devenu coordinateur de l'association indigène et donc il a, la nécessité d'avoir un compte Facebook, d'avoir un téléphone portable, d'avoir une adresse mail et d'être connecté. Donc c'est pour ça qu'il a un peu changé aussi dans ses pratiques. Cette soirée-là, on échange vraiment, cordialement, on se fait une accolade, au moment de partir. Il m'explique qu'il a bien envie de m'accompagner le lendemain dans les communautés traditionnelles et j'accepte l'invitation avec plaisir. Et rien de plus. Moi, je suis sûre de mon coup, je vais pas, faillir à ma promesse. Le lendemain, on fait la route ensemble. À la fois, je maintiens cette distance, je suis pas du tout dans des relations de séduction et à la fois, on est, à côte dans la voiture, et j'ai l'impression que mon cœur, va sortir, de mon corps, mon cœur bat la chamade et je peux pas réfréner, ces émotions, ces sentiments-là qui me font me rappeler de ce que j'avais vécu, 2 ans auparavant dans la forêt. Donc quelques jours après, il me dit qu'il va revenir, qu'on va se revoir, qu'il va revenir dans cette même communauté où il m'a déposée et en effet, quelques jours après, il revient. Là, on se retrouve, tous les 2 vraiment seuls, au bord d'un ruisseau. On discute et puis, au bout d'un moment, on s'embrasse. Je peux pas m'empêcher, d'y aller et j'ai l'impression d'être attirée par cet homme-là. Là, il doit partir. Je sais qu'on n'aura pas de contact parce qu'au milieu de la forêt, on ne peut pas communiquer et j'arrête pas, les jours qui suivent à penser à ce baiser. Là, je lui explique que j'ai perdu les seuls entretiens que j'avais fait avec lui 2 ans auparavant et il me propose de venir me retrouver, à l'hôtel pour qu'on refasse cet enregistrement. Puis là, on commence à avoir, de nouveau des rapports intimes, mais je refuse qu'il y ait, plus que ça. Je lui dis: «Non, c'est pas possible, je porte un enfant et je veux respecter, ma parole». Donc il n'y aura pas de pénétration, pas d'acte sexuel, proprement parlé.
S'ensuivent plusieurs rencontres et puis assez vite, je transgresse ma promesse. Finalement, on passe à l'acte. Première fois que ça arrive, je me sens vraiment très, très mal, j'ai même, des hauts le cœur, envie de vomir, ça va pas du tout, et pourtant, j'y retourne et on a de plus en plus de liens l'un avec l'autre et s'ensuivent 3 mois de relations presque de couple. On vit une relation extraconjugale clairement. Lui, il est dans un lâcher-prise, total, à faire de moins en moins attention, à, revenir à l'heure pour sa femme, à cacher des choses, il a envie de me prendre la main dans la rue, et voilà, on commence à partir dans un truc, qui est pratiquement incontrôlable là, qui est plus du tout dans l'objectif qu'on s'était fixé au départ, en tout cas moi, l'objectif que je m'étais fixé. Il y a des orpailleurs qui me prennent en photo pour m'identifier comme membre d'ONG et soutien. Donc là, on me dit clairement que je suis en danger, donc il faut que je fasse attention à moi. Et la présence, d'un homme, qui m'aime, à mes côtés, qui est un guerrier, ça me rassure beaucoup. Et lui, il me fait des grandes déclarations. Il me dit qu'il deviendra cacique, que moi je deviendrai la femme du cacique, qu'on aura un village, qu'il va me construire un village, et que je pourrais faire mon jardin aussi et tout ce que je fais en France, mais là. Et je rigole quand j'entends ça me fait plaisir, ça me valorise, ça nourrit mon orgueil, mais à la fois je lui dis clairement, «Ça n'arrivera pas, ma vie elle est pas là». Plus ça va, plus je m'enfonce dans cette relation, plus je me dis, «Ça, c'est indicible, jamais je pourrais l'expliquer, me justifier, face à Victor. Là, j'ai complètement trahi et pas respecté du tout les règles et là, jamais je vais pouvoir dire ça en rentrant. C'est hors de question. Je vais le perdre et là, j'ai aucune envie de le perdre» et j'en parle à, une très bonne amie à moi et à ma sœur qui, en fait, me soutiennent pas du tout, me dire: «Mais tu as complètement craqué. Tu es avec un mec super, vous vous aimez, vous venez de vous marier, il y a tout qui va bien et là, mais qu'est-ce que tu fais, quoi?» Là, je sais que la date, du retour, approche et que je vais devoir garder tout ça pour moi donc j'essaye au maximum de profiter des derniers moments avec Adilson, tout en essayant de pas penser à ce qui va se passer après, parce que c'est trop dur et donc je suis, complètement, dans un autre monde et à me désengager de mes responsabilités, sur le moment. Quand je prépare, mes bagages, quand je prépare mes affaires pour repartir, tout va bien. J'ai pas l'impression d'avoir l'émotion. Je suis très, très contente de retrouver Victor, de retrouver ma vie, de finir ma grossesse et en fait, c'est juste avant de reprendre le dernier avion que là, je me rends vraiment compte de la future séparation, que je vais partir définitivement de cette région et que je vais quitter Adilson pour de bon. Et là, je fonds en larmes en faisant ma dernière valise, parce que jusqu'à présent, tous ces émotions-là n'étaient pas encore arrivées jusqu'à mon cerveau, je pense. Donc là, je rentre, chez moi en France, j'arrive à Toulouse, j'ai ma mère, Victor, ma sœur qui sont venus me chercher à l'aéroport. On rentre, c'est, assez un retour, plein d'émotions parce que dès qu'on rentre, je décide d'annoncer que je suis enceinte. Il y a que Victor qui est au courant et donc là, elles sont hyper surprises, ça pleure, c'est génial et à la fois, «Waouh, mais tu es partie en Amazonie avec un bébé dans le ventre, mais tu délires total». Les premiers jours de mon retour en France, j'ai, étonnamment, beaucoup de mal à retrouver le contact avec Victor et ça, je m'y attendais pas du tout. Là, j'ai une grosse surprise parce qu'en fait, il a toujours été, dans le centre de mon cœur, on va dire. J'ai jamais remis en doute l'amour que j'avais pour lui et là, je n'arrive plus à apprécier, les échanges, physiques, les câlins et cetera. Parfois, après certains rapports, je fonds en larmes parce que justement, je me dis: «Mais waouh, mais est-ce que ça va revenir un jour? Est-ce que je vais à nouveau aimer son corps?» Et lui, il interprète ça comme, une difficulté à de mon retour, les hormones qui jouent et cetera, mais il se pose pas particulièrement de questions sinon. Adilson, commence à me manquer vraiment et donc je continue à maintenir, une relation, par message avec lui, des échanges, très, très fréquents. Tous les jours en fait, on s'écrit.
plus je recommence à retrouver, toute la complicité avec Victor, à revenir à lui et lui à moi. Enfin voilà, on se retrouve, on passe une super fête, du 31 décembre et au retour, je me dis: «C'est bon, je peux plus cacher ça. Je J'ai pas envie de lui mentir, en fait, pas à lui. Il le mérite pas, il est tellement incroyable, c'est tellement l'homme de ma vie et avec qui j'ai envie vraiment de vieillir. Je décide de lui dire le 1er et le 2 janvier, on a notre première échographie ensemble, l'échographie des 5 mois pour notre bébé. Le jour où c'est l'heure de lui annoncer, je suis hyper nerveuse, je bouge dans tous les sens, j'ai le cœur qui palpite et là, je lui annonce en lui disant, «Il faut que tu acceptes le fait que j'ai 2 amoureux, toi et Adilson». Là, il est, très surpris, très choqué, il tombe de haut, je pense qu'il s'y attendait pas et il voit que en fait, je l'ai trahi, j'ai pas du tout respecté, le contrat et il peut pas me dire s'il veut rester, s'il veut partir. Il arrive pas encore à vraiment digérer la nouvelle. Là, on arrive, au le jour de la première échographie, donc il est là, donc il est présent et moi je suis très, très touchée par son comportement. On voit notre bébé, et à la fin du rendez-vous, l'échographiste nous dit, «Vous n'allez pas pouvoir faire un accouchement à la maison puisque votre bébé a une malformation. Elle va naître avec, les intestins à l'extérieur. Donc ça va être un parcours compliqué, un parcours hospitalier compliqué, mais ça se soigne, il y a pas de séquelles plus tard». On apprend ça et pareil, c'est un monde un peu qui s'écroule. On est à la fois, dans ce choc, donc très proches l'un de l'autre en se disant: «Bon, bah, on va affronter ça ensemble» et à la fois, assez distants parce qu'il vient quand même d'apprendre que je l'ai trahi, la veille, il a appris ça. Donc on est à la fois dans la distance et à la fois dans le soutien l'un envers l'autre. Après ça, moi, je pars, vivre chez ma mère, pour lui laisser de l'air et il revient, on discute beaucoup, il se pose beaucoup de questions parce que il gamberge beaucoup sur ça, sur ce qui s'est passé. Dans ces moments d'échange, notre complicité, elle est toujours là. Je vois dans ses yeux, qu'on a toujours les mêmes blagues, qu'on se charrie sur les mêmes choses et je me dis: «C'est bon, quoi, c'est toujours là et ça va perdurer et je suis confiante sur l'avenir». Un jour, quand il est, chez nous et que moi je suis chez ma mère, il va sur mon compte Facebook qui est, ouvert avec le code sur son ordinateur, donc il y entre très facilement et il voit les conversations que j'ai avec Adilson et il passe toute la nuit à traduire ce qu'on se dit et là, il a un gros choc parce qu'il se rend compte que c'est pas juste une aventure comme ça, mais qu'il y a vraiment de l'amour et il décide d'enlever son alliance et de me dire, «Voilà, on s'arrête». Je sais pas, c'est, le monde qui s'écroule autour de moi. J'ai l'impression que ça y est, je l'ai vraiment perdu. Ça y est, ça l'a vraiment touché. Il fait le geste d'enlever son alliance. Je me dis: «Mais toutes ces années, notre futur bébé, notre future vie, de famille, tout ça, je l'ai explosé, quoi» et là, j'ai juste envie de disparaître, de revenir en arrière. On s'est beaucoup vus, on a beaucoup pleuré ensemble, beaucoup parlé, beaucoup échangé. Moi, j'ai toujours maintenu mon discours en disant que c'était lui l'homme de ma vie, que je n'avais aucun doute sur l'amour que je lui portais et d'avoir tenu bon, ça a fait qu'on était vraiment dans l'échange et dans le lien. Juste avant la naissance de notre fille, on décide de partir tous les 2, de s'extraire de notre vie quotidienne et de partir en Espagne. On est, donc sur le bord de la plage, à peu près 1 mois et demi de l'accouchement. Il remet sa bague. Il me dit qu'en gros, voilà, c'est le moment pour lui de refaire alliance avec moi. Notre fille naît quelques jours après, peut-être 2 semaines après. Je passe 2 mois à l'hôpital à la suite de sa naissance et c'est à l'hôpital que, je reçois un message de la femme d'Adilson et là, elle me dit, «Je sais ce qui s'est passé avec mon mari, laisse-le tranquille, va te trouver un mari toi, qui pourra, élever ta fille. Lui, il a déjà des enfants et une vie, laisse-le». Donc là, je me rends compte que en fait, il y a des gens qui sont au courant, ce que je savais pas, beaucoup de gens au courant, sur place. Ça commence un peu à m'effrayer parce que voilà, elle me menace pas vraiment, mais elle me fait comprendre que comme elle est très bien intégrée dans la communauté, et qu'elle fait partie des guerrières Munduruku, je serai plus la bienvenue.
Tous les échanges que j'ai avec Adilson, c'est plus pour se donner des nouvelles. Il y a plus de déclarations, il y a plus de lien vraiment, amoureux entre lui et moi, même si, sûrement qu'il y a des sentiments, mais en tout cas, les échanges se font plus sur cette base-là. Après, l'échange avec sa femme, j'apprends qu'ils se séparent tous les 2 et que lui a recommencé à boire et là, je me sens encore plus mal. Je me dis: «Mais à quoi bon? Est-ce que ça valait vraiment le coup, quoi?» J'ai foutu le bordel partout et Victor, voit que je continue quand même à lui écrire et il me demande juste, de faire le bon choix. C'est-à-dire, lui me laisse vraiment décider en me disant: «Je veux pas que tu restes avec moi par confort, je veux que tu le fasses par choix vraiment». Notre fille a une série de 4 opérations en 4 mois de vie, et au moment de son 4e mois, quand elle subit la dernière opération, il me dit, «Voilà, là, je pense que c'est le moment pour toi de réfléchir à quelle relation tu veux continuer à entretenir avec Adilson», sans pour autant jamais me culpabiliser, mais en me disant: «Voilà, ça, c'est ton choix et va falloir que tu prennes vraiment une décision ferme maintenant». Quelques semaines après, le retour de l'hôpital, je décide de contacter mon directeur de recherche en lui disant, «J'arrête la thèse, je peux plus aller au-delà, j'ai besoin de me consacrer à ma vie, sur place» et donc je mets un terme total à ma nécessité de continuer ce lien-là avec l'Amazonie, avec Adilson. Je sais, après coup qu'effectivement ma relation avec Adilson, peut poser problème maintenant si je souhaite retourner là-bas, notamment avec les femmes guerrières qui sont des amies de son ex-femme et en fait ça peut, biaiser mes rapports que j'ai avec les Munduruku. Aujourd'hui, donc je suis agricultrice, on a eu notre 2e enfant, on est, très, très heureux de vivre cette aventure familiale. En même temps, je pense qu'on a vraiment retrouvé ce qu'on était au départ et il y a quand même quelque chose qui s'est brisé en lui, dans sa relation de confiance envers moi. Quand je pense, à Adilson, aujourd'hui, je j'arrive plus à retrouver à l'intérieur de moi, les sentiments que je pouvais éprouver avant. Donc j'ai vraiment plus du tout de sentiments envers lui. Quand je relis des trucs ou que je repense à des trucs, je me dis: «Mais waouh, mais c'était super ringard ce qu'il m'envoyait». Il m'envoyait des chansons, des trucs, mais je me dis: «Ouais, c'était bidon. Est-ce que j'ai pas recréé quelque chose, transféré une super relation que j'avais avec mon chéri à un moment où j'en avais vraiment besoin?» Et finalement, parfois je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu tomber amoureuse de cette personne-là. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 246, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.